Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info, voici les titres. Colère et tristesse en Chine, le docteur lanceur d'alerte sur le coronavirus est mort cette nuit des effets du même virus. Insécurité et grève des enseignants secouent le Mali quelques semaines avant les élections législatives. Et ce dimanche a lieu la prestigieuse cérémonie des Oscars, mais la liste des lauréats est critiquée pour son manque de diversité. Le chagrin et la colère ont gagné les cœurs de nombreux Chinois ce vendredi suite à la mort d'un médecin, Li Wenliang, qui avait tenté de mettre en garde contre le nouveau coronavirus dès le mois de décembre, mais avait été réduit au silence. L'ophtalmologue de 34 ans est mort de cette maladie alors qu'il soignait des patients à Wuhan. Il est donc l'un des 638 morts du virus à ce jour. Plus de 30 000 personnes ont été touchées. Pierre-Antoine Denis. Il est l'homme qui a révélé le coronavirus au monde entier. Li Wenliang a dès décembre mis en garde les autorités chinoises sur ce nouveau virus mortel. Ces avertissements ont été ignorés, certains ayant même tenté de le faire taire. Li Wenliang est mort cette nuit après avoir attrapé le coronavirus en soignant des patients à Wuhan. Devant son hôpital, des fleurs sont donc déposées à la mémoire de celui qu'on porte en héros. C'est un héros, je suis tout à fait d'accord. Il était compétent dans son travail et très courageux et honnête. Mais je suis en colère, parce qu'on aurait pu éviter tout cela si on l'avait écouté. Il a donné sa vie pour le bien de notre pays. Et il était très jeune. Je suis très reconnaissante. Le gouvernement de Pékin, critiqué ces dernières heures pour avoir ignoré les appels de Li Wenliang, a exprimé ses condoléances à la famille du défunt et tente d'afficher l'unité. La lutte contre l'épidémie se trouve actuellement à un stade critique et la situation en matière de prévention et de contrôle est encore grave et compliquée, ce qui exige que toute la société accorde davantage de soins et d'attention au personnel médical uni dans la difficulté. Car la douleur est bien réelle, plus de 600 personnes sont mortes et plus de 31 000 personnes ont contacté le virus. Les experts affirment qu'ils ne sont pas optimistes quant à la possibilité de contenir l'épidémie et que l'état de pandémie pourrait bientôt être déclaré. Et même si la Chine affirme que la situation est sous contrôle, les images que l'on peut voir depuis Wuhan, l'épicentre du virus, racontent une toute autre histoire. Les stades, les gymnases et les centres de conférences sont tous transformés en hôpitaux de fortune, la pénurie de lits et d'équipements pour les malades étant si grande. Mais dans la pénombre, il y a toutefois un léger espoir, des patients guéris qui quittent l'hôpital. Nous nous rendons à présent au Sahel et plus précisément au Mali. Depuis 2012, la région est en proie aux agissements de djihadistes Peul et à des violences communautaires qui ont fait des milliers de morts. Selon un nouveau rapport des Nations Unies, plus de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire cette année. Et depuis plusieurs semaines, les écoles sont fermées suite à une longue grève des enseignants. Marina Darras. Le conflit a gagné le centre du Mali et s'est étendu aux pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, malgré la présence de 4 500 soldats français dans la région du Sahel, plus une force de maintien de la paix de l'ONU de 13 000 hommes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la tenue d'élections législatives le 29 mars prochain, après plusieurs délais dus justement à l'insécurité. La conduite des élections était l'une des recommandations principales des pourparlers de crise de décembre dernier à Pau. Ce sommet, en présence des pays du G5 Sahel et de la France, visait à explorer des solutions non militaires à l'escalade de la violence. Mais embourbés dans ce conflit régional qui ne cesse de s'aggraver, ce sont surtout les enfants qui payent le prix fort de la guerre. Entre avril 2017 et décembre 2019, sous l'effet d'attaques de plus en plus courantes contre les établissements scolaires, les enseignants et les élèves, les fermetures d'écoles ont été multipliées par 6 au Sahel central.
Plus de 8 millions d'enfants de 6 à 14 ans n'y sont pas scolarisés, soit près de 55% de cette tranche d'âge. La détérioration sécuritaire fait que l'éducation au Sahel et particulièrement au Mali est devenue un luxe. Le gouvernement malien a d'ailleurs lancé une procédure de recrutement de près de 15 000 enseignants volontaires, une semaine après le début d'une grève dans le secteur de l'éducation nationale. Et pour parler de la crise malienne, j'ai échangé plutôt avec Drissa Kanambaye, chercheur à l'université de Louvain en Belgique, de passage dans nos locaux. Au départ, c'était au nord, mais la crise s'est progressivement installée au centre et donc maintenant, ça s'est quand même un peu généralisé. Maintenant, la crise, la lutte, la grève des enseignants, bon, moi-même j'ai été enseignant. Honnêtement, ce que les enseignants demandent, c'est l'application d'une loi qui a été votée le 16 janvier 2018. Mais le gouvernement, en justifiant par la crise, n'arrive pas à appliquer cette loi. Quelle est la solution? La solution est simple. En tout cas, en ce qui concerne les enseignants, il faut appliquer l'article 39 de la loi du 16 janvier 2018. Le gouvernement a pensé, et les alliés aussi ont pensé que la résolution du conflit était purement militaire. Or, dans un conflit si complexe, dans une lutte asymétrique, la solution purement militaire n'est pas envisageable. C'est-à-dire qu'il faut une solution plus générale, plus globale, systématique. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, souvent les jeunes se font enrôler au djihadisme en désespoir de cause, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire, ils ne sont pas occupés. Donc les gens qui ne sont pas occupés sont plus enclins à se faire enrôler par des terroristes. Or, quand on prend le développement local dans des villages, il y a beaucoup de villages qui se sentent abandonnés, où il n'y a pas de développement, il n'y a pas un seul signe de développement depuis plus de 20 ans, je crois qu'on devrait mettre des petits projets efficaces en place pour occuper au maximum les gens qui sont dans ces zones rurales. Dans ce contexte d'insécurité, le gouvernement prévoit d'organiser des élections législatives le 29 mars. Est-ce que c'est faisable pour vous ? Bon, vous savez, les élections ont été reportées plusieurs fois, c'est les élections législatives, et maintenant ils sont quand même à bout d'arguments pour proroger éternellement les mandats de ces députés-là. Donc, c'est le 29 mars que les élections sont effectivement prévues, mais je ne vois pas comment on peut organiser les élections dans certaines parties du Mali. Je ne dis pas Bamako, je ne dis pas les grandes villes, etc., mais dans des zones rurales, etc. Par exemple, quand je prends le cercle de Bandiagara, un seul cercle, il y a 21 communes, il est possible d'organiser les élections que dans 10 communes. Donc, et les restes, comment ça va se passer? Donc, les taux de participation risquent d'être pathétiques. Le reste de l'actualité en bref et en images. 5 chefs d'une milice centrafricaine condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour le massacre d'une dizaine de civils en 2017 à Mbangansou. La cour criminelle de Bangui les a reconnus coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parmi eux, 2 chefs de milice anti-Balaka. C'est la première fois qu'une condamnation pour crimes contre l'humanité est prononcée par un tribunal centrafricain. Coup d'envoi ce dimanche à Addis Abeba du 33e sommet de l'Union africaine en présence des chefs d'État et de gouvernement des 55 pays membres. Le sommet sera dominé par des dossiers sécuritaires concernant le Sahel ou la guerre en Libye. Autre enjeu, cette fois-ci économique, la mise en œuvre de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Une démission qui fait du bruit, celle de Tidjane Thiam, directeur général du groupe bancaire Crédit Suisse. Le franco-ivoirien était fragilisé depuis des mois par un scandale d'espionnage d'ex-employés. Tidjane Thiam a toujours démenti être au courant de ses pratiques, mais a fini par être évincé. Il avait pris les rênes du Crédit Suisse en 2015. South African Airways ferme 11 liaisons afin de réduire les coûts. La compagnie nationale sud-africaine explique que seule la liaison Le Cap-Johannesburg restera sur le plan national et que cette mesure temporaire vise, je cite, à renouer avec la rentabilité. L'entreprise parle également de licenciements sans préciser de chiffres.
Le Botswana organise une grande vente aux enchères de permis de chasse aux éléphants. La première depuis la levée de l'interdiction l'année dernière de chasser ces pachydermes. 7 forfaits permettant de chasser 10 éléphants chacun sont mis en vente. Les défenseurs des animaux sauvages s'insurgent. Cinéma à présent, remporter un Oscar est le rêve de beaucoup d'acteurs et de réalisateurs dans le monde entier. La cérémonie qui a lieu ce dimanche crée pourtant la polémique en raison de son manque de diversité. Les détails avec Clarisse Fortuné. C'est la soirée la plus importante à Hollywood. Et cette année, c'est le film sud-coréen Parasite qui est le plus grand favori avec des nominations non seulement dans la catégorie film étranger, mais aussi dans 5 autres. Selon certains observateurs, c'est une percée pour une cérémonie qui a l'habitude de récompenser surtout les films américains. Le Joker est en tête de peloton avec 11 nominations. Jusqu'à présent, le grand gagnant de la saison des Awards, c'est le film britannique 1917 sur fond de Première Guerre mondiale. Dans la catégorie meilleur acteur et meilleur second rôle, on retrouve des grands noms d'Hollywood, comme Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Et du côté des catégories féminines, meilleure actrice et meilleur second rôle féminin, c'est Scarlett Johansson et Laura Dern qui sont en lice. Mais ces nominations n'échappent pas à la critique, car elles laisseraient en marge les minorités visibles. Seule une actrice noire, Cynthia Erivo dans Harriet, a été nominée, et une seule fois. Dans l'industrie bien huilée du cinéma, pour certains, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Je pense qu'une grande partie des griefs de cette année ne sont pas seulement une colère passagère, mais aussi contre 100 ans d'histoire hollywoodienne. C'est une vision très américaine du monde, et si vous regardez les Oscars de l'année dernière par exemple, c'était plus diversifié. Il y a 4 ans, l'Académie a approuvé une série de changements visant à diversifier les membres votants. Et de nombreux acteurs de l'industrie ont souligné également la responsabilité des grands studios. Mais les critiques n'épargnent pas les coulisses du cinéma. Alors que le film Les 4 filles du Dr March a été reconnu dans 6 catégories, sa réalisatrice Greta Gerwig ne figure pas parmi les nominés. Il faut dire qu'en plus de 90 ans, seules 5 réalisatrices ont été nominées. Je pense qu'il y a beaucoup de controverses parce que cela aurait été une victoire facile pour l'Académie de l'inclure. C'est un film d'Académie tellement évident qu'il y a une certaine inquiétude. Le public change, l'utilisation des services de streaming est en plein boom et de nombreux critiques avertissent, sans davantage de diversité, Hollywood pourrait avoir du mal, à terme, à sortir son épingle du jeu. Sport maintenant, on va parler football avec vous, Emmanuel Coste. Oui, Myriam, avec des quarts de finale surprise la nuit dernière en Coupe d'Espagne. Les grands ont mordu la poussière, le FC Barcelone battu à Bilbao par l'Athletic, un petit but à 0. Et surtout, je dirais, le Real Madrid qui s'est incliné 4-3 sur son terrain face à la Real Sociedad qui a gagné grâce à un but marqué dans le temps additionnel. Et ces quarts de finale surprise donnent des demi-finales inattendues. Mirandés, club de 2e division, contre la Real Sociedad. Et de l'autre côté, l'Athletic Bilbao face à Grenade. Avouez qu'on n'attendait pas un tel plateau. La 26e journée de Première Ligue se profile à l'horizon et s'étalera sur 2 week-ends. Alors demain, il n'y a que 2 matchs, dimanche 2 matchs également. Everton Crystal Palace, c'est l'affiche de la mi-journée demain après-midi. J'aurai le plaisir de vous commander d'ailleurs ce match à la radio dans Samedi Foot sur BBC Afrique à partir de 12h30 en temps universel. Et puis à noter que dimanche après-midi, le second Manchester City recevra un autre club londonien, West Ham. Et en cas de victoire à l'Etihad devant son public, eh bien City se rapprochera à 19 longueurs du leader Liverpool. Et puis on va terminer avec la NBA et un coup de chapeau, grand coup de chapeau à Russell Westbrook qui avec Houston est allé battre le leader de la conférence Ouest, les Lakers de Los Angeles la nuit dernière, 121-111. 41 points pour Westbrook qui est le 3e joueur de l'histoire à dépasser. Il y a des statistiques à noter, le cap des 20 000 points dans sa carrière, le cap des 7 000 passes décisives et le cap des 6 000 rebonds. Avouez que c'est quand même assez extraordinaire. Pour sa part, Milwaukee, le leader de la conférence Est, l'a emporté face à Philadelphie avec seulement, je dirais entre guillemets, 36 points de la grande vedette de Milwaukee, les Bucks,
Giannis Antetokounmpo, Myriam. Merci Emmanuel Coste, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment sur Aga Télévision. Retrouvez Pierre-Antoine Denis demain pour BBC Echo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour BBC Hebdo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un très bon week-end. Au revoir.